Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Le coup d'envoi de la campagne agricole 2025 est donné sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre était à Ditine, dans la préfecture de Dalaba. Amadou Ouriba rassure le monde rural de l'accompagnement du gouvernement. Nous retournons ce soir sur le chantier de réhabilitation de la route Kagbele-Tanene. Les acteurs sont mobilisés pour l'exécution des travaux, mais en dépit de leur engagement, des lenteurs sont constatées à certains endroits. Une de nos équipes a fait le constat sur place. Plus rien ne semble aller à la Fédération guinéenne de football. Les membres du comité exécutif ont révoqué le président Bouba Sampil et ils expliquent que leur acte est conforme au règlement de l'institution. Vous allez les entendre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Une autre étape majeure a été franchie ce mercredi dans le cadre du processus d'élaboration de la nouvelle constitution en Guinée. Le Conseil national de la transition a examiné et validé les amendements apportés à l'avant-projet par le panel d'experts mis en place par le président de la République. Désormais, l'avant-projet devient projet et c'est ce dernier justement qui va être soumis au référendum. Ablaye Diallo. Ce mercredi 9 avril 2025, restera à jamais inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire parlementaire de la Guinée. Le projet de constitution de la République de Guinée est adopté à l'unanimité. Cet acte solennel est l'aboutissement d'un processus inclusif guidé par une seule ambition, doter la Guinée d'une loi fondamentale conformément à l'appel du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Fruit d'un travail méticuleux, le projet de constitution incarne les aspirations profondes du peuple souverain de Guinée et jette les bases d'une refondation institutionnelle solide et durable. La délibération, c'était de dire, article par article, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Et c'est ce que nous avons fait. Après avoir intégré ce qu'ils ont mis, nous avons vu que ça correspondait parfaitement à la mission du CNT, au principe que le CNT s'est donné pour la rédaction de la Constitution et reflétait les valeurs morales et juridiques pour lesquelles il a été décidé de faire une telle Constitution. Les contributions des populations pendant la vulgarisation de l'avant-projet et les recommandations du collège d'experts sur la relecture du texte ont permis de bonifier le travail de l'organe législatif de la transition. Une constitution, ce n'est pas un travail facile, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Elle sera critiquée certainement. Mais nous avons la certitude que nous avons fait le travail à la limite de nos moyens, de nos capacités et de l'amour que nous avons pour notre pays. C'est l'occasion pour moi de féliciter les honorables conseillers nationaux pour la qualité de ce travail, pour la sagesse qui a prévalu dans ce débat, et nous remercions notre Dieu enfin qui a permis et garanti le déroulement de ces débats dans la sérénité, dans la paix. Et nous le demandons de faire de telle sorte que cette délibération puisse plaire à tous les Guinéens et que ce texte-là soit effectivement la constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. En attendant le 21 septembre 2025, date prévue pour le référendum constitutionnel qui est une ultime étape démocratique, les Guinéens peuvent déjà s'enorgueillir d'avoir franchi avec unité et dignité une étape décisive de leur histoire.
Et je le disais tout à l'heure au sommaire de ce journal, le Premier ministre, chef de gouvernement, accompagné du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2025 dans la sous-préfecture de Ditine. Et cette année, la campagne est placée sous le thème « Nourrir la Guinée avec ses propres ressources ». Elle vise la campagne à faire de la production locale la principale source d'alimentation pour tous les Guinéens. Ousmane Bangoura. À Dalaba, c'est sur le site de la célèbre ferme intégrée de Ditine, de 600 hectares, que le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, en compagnie du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, a lancé officiellement la campagne agricole 2025-2026 sous une forte pluie. À l'occasion de ce lancement, les potentialités des domaines agricoles de Ditine sont rappelées. Des domaines, une fois aménagés, pourraient permettre à cette localité très fertile de participer activement au combat pour la souveraineté alimentaire. Nous sommes convaincus que la ferme de Ditine, à l'abandon depuis plus d'une trentaine d'années, trouvera pleinement sa place dans le système alimentaire mondial. Elle deviendra un modèle de réussite, une référence pour l'agriculture guinéenne et une source de fierté pour toute la nation. Les braves populations de Ditine, majoritairement agriculteurs et éleveurs, sollicitent auprès de vous et de votre gouvernement un appui pour l'obtention d'intrants et de produits vétérinaires. Le reprofilage de la route d'Alaba-Tougué, la construction d'un magasin de stockage d'engrais et de produits agricoles, la construction d'un centre de formation d'agriculteurs et d'éleveurs à Ditine, la construction d'une usine de transformation de tomates en purée, le dragage du cours d'eau qui arrose les différents bas-fonds de la ferme, exploités par les groupements, l'aménagement de toutes les plaines citées si haut. Au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, les leçons de la campagne de l'année passée sont déjà tirées. Les innovations de cette année 2025 sont aussi annoncées pour accompagner de façon directe les agriculteurs et éleveurs. Chaque année, nous avons 13 millions d'hectares de terres arables. Nous avons une population qui est jeune et au niveau de la population rurale, nous avons plus de 65% qui sont agriculteurs et éleveurs. Donc, fort de cela, nous disons qu'il est important que nous-mêmes nous puissions consommer ce que nos producteurs cultivent tous les jours dans leurs différents champs et ce que nos éleveurs également produisent comme viande et lait au niveau de leurs différentes fermes. Alors cette année, nous voulons accompagner pas moins de 2 500 000 producteurs et au niveau de l'agriculture, mais au niveau de l'élevage, nous voulons accompagner au moins 1 million d'éleveurs afin que les productions puissent permettre de suffire à l'ensemble de la population guinéenne. Nourrir la Guinée à travers nos propres ressources est le thème de la campagne agricole 2025-2026. Un thème qui reflète la vision du gouvernement pour l'émergence du secteur agropastoral comme un tremplin pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. Aujourd'hui, pour 2025, avec la pluie qui est tombée, c'est un bon présage que l'année 2025, avec l'aide de Dieu, sera le rebond ou la renaissance de l'agriculture guinéenne. Nous avons jusqu'à présent une contribution de l'ordre de 20% de l'agriculture au niveau du PIB national. L'objectif à terme, dans un moyen terme qui ne doit pas être éloigné, c'est d'atteindre une contribution à hauteur de 40%. 40% de contribution du secteur agricole va transformer fondamentalement la Guinée. Cela veut dire qu'il y aura de la nourriture pour tous. Nous atteindrons le niveau zéro faim, qui est un objectif stratégique majeur que nous avons. Et nous aurons un plein emploi de nos forces productives qui aujourd'hui
sont un peu laissés en déshérence. Les jeunes dans les villes qui se posent des questions sur ce qu'ils vont devenir, alors que la terre guinéenne elle est fertile, nous avons de l'eau, nous avons des espaces, nous devons les aménager, nous devons apprendre à gérer correctement l'eau et à partir de ce moment-là, le reste, la formation technique sur le plan agricole, sur le plan de la mécanisation, nous permettra d'atteindre des seuils de production suffisamment élevés. Après le lancement officiel de la campagne agricole, le Premier ministre Amadou Ouriba a visité un périmètre de 24 hectares de cultures associées de tomates, d'oignons et de pastèques, d'un paysan modèle de Ditine qui produit des milliers de tonnes de tomates pour approvisionner le marché. Merci à Ousmane Bangoura pour ces précisions. Pendant ce temps, la filière Fonio va connaître un nouvel essor dans notre pays avec le lancement du projet Fonio durable de Guinée. C'est un projet qui se donne pour ambition d'accompagner les petites et moyennes entreprises dans l'exportation du Fonio vers les marchés internationaux. Avec la campagne agricole qui vient d'être lancée, le gouvernement compte appuyer les producteurs locaux afin de valoriser et rentabiliser leurs activités. Nabila Moussa Kamara. Le projet de Fonio durable de Guinée est officiellement lancé à Conakry, marquant une étape importante pour le développement de cette culture emblématique. Pendant 2 années, des experts du Centre de promotion des importations ont encadré des acteurs et chefs d'entreprise de la filière Fonio dans les préfectures et sous-préfectures du pays. Le gouvernement guinéen, engagé dans la valorisation de l'activité des producteurs, soutient les initiatives visant à renforcer la chaîne de valeur du Fonio. C'est une place importante pour nous, étant donné que l'interprofession veut vraiment restructurer les producteurs, la formation et la valorisation surtout. C'est l'objectif du projet CBI aujourd'hui, d'essayer vraiment comment on peut valoriser nos produits sur le plan national et international. Parmi les filières prioritaires se situe ici la filière Fonio. Et donc pour la filière Fonio déjà, il y a des actions immenses qui sont entreprises cette année afin que la production de la filière Fonio de notre pays aille vers les 602 000 tonnes par an. Pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire et développer la culture du Fonio en Guinée, cette rencontre a permis d'aborder les questions relatives à l'organisation du secteur et de discuter des défis à relever pour le développement de cette filière. Nous avons dessiné un programme qui va évidemment évoluer au fur et à mesure que nous allons l'implémenter, mais voilà, l'objectif est de former ces entreprises qui ont été sélectionnées, de les accompagner à tous les niveaux. Nous sommes ici ensemble pour présenter le défi de projet et aussi pour expliquer les activités avec les PME guinéens pour exporter vers l'Europe et les marchés internationaux. Cultivé depuis plusieurs années en Guinée, le Fonio représente un atout majeur pour le pays. Alors que la campagne agricole est en cours, les autorités guinéennes s'engagent à multiplier les efforts pour soutenir les producteurs locaux et transformer la culture du Fonio dans les années à venir. Dans l'actualité encore, le président du comité stratégique de Simandou a reçu ce mardi une délégation de la Banque mondiale conduite par son économiste en chef. Cette mission stratégique est venue constater les avancées du projet Simandou et jeter les bases de nouveaux cadres de partenariat pays 2026-2031, cela en parfaite harmonie avec la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Omar Bari. Sous le magistère du président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée change de visage et de trajectoire. Longtemps perçu comme un simple réservoir de ressources minières, notre pays s'impose désormais comme une destination stratégique de coopération multidimensionnelle portée par une vision audacieuse, celle du programme Simandou 2040. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée connaît une transformation sans précédent.
En un temps record, les bases d'un développement durable et responsable résolument tournées vers l'avenir ont été posées. Cette dynamique imprimée par un leadership visionnaire replace la Guinée au cœur de l'échiquier économique africain et international. Symbole de cette renaissance, le méga-projet des mines de Simandou, longtemps enlisé, devient aujourd'hui une réalité palpable. Il s'est métamorphosé en levier stratégique d'un programme de grande envergure, Simandou 2040. Ce programme ambitieux structure la transformation socio-économique de la Guinée autour de 5 piliers majeurs: l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les nouvelles technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. C'est dans ce contexte justement de transformation que s'inscrit la visite de haut niveau de la Banque mondiale conduite par son économiste en chef, M. Andrew Dabalen. Cette mission stratégique, preuve de cette crédibilité retrouvée, est à la fois une mission d'évaluation, d'échange et de consolidation des relations entre la Guinée et l'institution de Bretton Woods, soulignant ainsi l'intérêt grandissant des institutions internationales pour la vision du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. L'objectif de cette visite est de constater les avancées du projet Simandou et jeter les bases du nouveau cadre de partenariat pays 2026-2031 en parfaite harmonie avec la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Dès son arrivée, la délégation a entamé lundi une série de rencontres avec les plus hautes autorités du pays. Le point d'orgue de cette visite a été la réunion stratégique au Petit Palais ce mardi 8 avril 2025 entre la délégation de la Banque mondiale et le comité stratégique de Simandou présidé par le ministre directeur de cabinet de la présidence Yiba Diakité, également président du comité stratégique de Simandou. À ses côtés, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara. Étaient également présents des ministres et membres du comité stratégique de Simandou ainsi que des cadres de l'administration publique. Dans un climat de confiance et de clarté, les deux parties ont échangé autour des enjeux, des résultats attendus et des mécanismes de collaboration. Le ministre Yiba Diakité a tenu à souligner l'alignement parfait entre les ambitions de la Guinée et les axes prioritaires de la Banque mondiale. Il a insisté sur le rôle moteur du capital humain, de la gouvernance et de la transparence. Le président du comité stratégique a salué la confiance renouvelée de la Banque mondiale, tout en rappelant l'engagement inébranlable des autorités à maintenir le cap dans l'esprit du co-développement prôné par le président de la République. Je parle au nom de tous les membres du comité stratégique de Simandou, remercier vraiment le chef économiste de la Banque mondiale de pouvoir trouver dans son agenda, venir rencontrer et surtout partager l'intérêt de l'institution au programme. Nous exprimer aussi son souhait, le souhait de l'institution d'accompagner la mise en œuvre du programme dans une approche de co-construction en suivant les orientations stratégiques du comité stratégique qui est mandaté par le chef de l'État pour la mise en œuvre de ce programme stratégique de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2040. Simandou 2040, avec ces 5 piliers. Ces 5 piliers représentent, en termes d'image, de s'occuper d'abord du ventre des gens, avec l'agriculture, l'industrie alimentaire, le commerce. Ensuite, on s'occupe de leur tête, avec l'éducation, la culture, mais également, on s'occupe de leur mode de vie, leur mode de transport, et puis la technologie, avec les infrastructures, transport et technologie sur le plus étroit. Et puis, on s'occupe aussi de leurs poches, avec l'économie et la finance, et puis tout ça pour leur santé et leur bien-être. Dans une approche de co-construction, au-delà de l'envie, nous avons aussi besoin de l'expertise, nous avons besoin de se reposer sur l'accompagnement de toute la couche socio-économique de la nation, mais aussi des partenaires stratégiques clés tels que la Banque mondiale et d'autres institutions financières qui peuvent nous permettre de minimiser le risque de pouvoir
implémenter le programme. Notre ambition, c'est de faire en sorte que Simandou devienne pour nous comme ce qui a été le pétrole pour les pays du Golfe. Nous pensons que c'est possible et qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à mettre ça en place, mais avec un impératif clair. Le contenu local doit être au cœur et le contenu local doit aussi s'adosser au capital humain. Parce que nous pensons que si nous voulons continuer à garantir notre souveraineté, il faut continuer à former non seulement les Guinéens d'aujourd'hui, mais aussi les futures générations. C'est pourquoi, dans le cadre, par exemple, de ce programme, le chef de l'État a pu donner les orientations stratégiques pour qu'une bonne partie, notamment un quart des revenus de Simandou, soit dédié à l'éducation. Notre ambition dans le cadre du programme est très claire. C'est comment faire en sorte de transformer la Guinée pour les 15 prochaines années en une économie de destination avec les services de qualité et également comment faire en sorte de faire de la Guinée, en termes d'archétype, une économie aussi des ressources, puisque nous avons des ressources considérables. L'économiste en chef de la Banque mondiale, André Dabalen, et tous les membres du pool de la Banque mondiale qui l'accompagnent ont unanimement salué la cohérence et la profondeur de la vision Simandou 2040, mettant en avant l'intelligence de la diversification sectorielle pour sortir de l'économie de rente minière. L'économiste en chef de la Banque mondiale a aussi réitéré l'engagement de son institution à accompagner la Guinée, notamment par un appui technique et une mobilisation de son expertise. J'ai eu l'occasion, avec mes collègues, de rencontrer le comité stratégique de Simandou. Nous avons écouté attentivement, nous avons pu comprendre de la part du comité stratégique qu'il y a une vision claire et une vision inspirante pour vraiment utiliser l'opportunité du projet Simandou pour amener la prospérité et la transformation à l'économie guinéenne. Les discussions étaient très constructives et nous avons vraiment convenu avec le comité stratégique de pouvoir continuer les discussions. Elles comprenaient également sur base de l'expérience internationale, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce que la Guinée peut utiliser dans sa propre définition propre de ce que serait ce chemin de succès pour une transformation de la Guinée. Et nous sommes, comme institution, disposés à continuer à travailler en partenariat, en co-création avec le comité stratégique. C'était une rencontre très fructueuse. La Banque mondiale a vraiment participé aux différents ateliers que nous avons organisés avec des cabinets, que ce soit KPMG ou Rothschild, dans l'élaboration du programme Simandou 2040. C'est le lieu de les remercier de leur apport. On a identifié 14 secteurs de croissance. Au-delà de cela, on a à peu près une centaine de projets et une cinquantaine de réformes. Au-delà du capital humain, nous voulons que la Banque mondiale nous accompagne pour la mise en place du fonds souverain qui est essentiel pour le développement et le financement du programme en soi. Au-delà de cela, nous avons parlé de la notation souveraine aussi, que nous pouvons capitaliser sur l'apport de la Banque mondiale. À l'issue de cette visite, les partenaires de la Banque mondiale repartent édifiés et convaincus du potentiel de la Guinée et de la solidité du programme Simandou 2040. Ils voient désormais en notre pays un partenaire fiable, structuré et tourné vers l'avenir. Cette délégation de la Banque mondiale repart donc conquise, rassurée par la vision du chef de l'État, la méthode et la volonté politique qui animent l'action publique en Guinée. Sous l'impulsion du président de la République, la Guinée assume pleinement sa mue. D'un pays riche en minerais, la Guinée devient un pays d'excellence en matière de co-développement, un modèle d'intégration économique durable, responsable et global, avec Simandou 2040 comme boussole.
Nous allons encore rester avec Omar Bari et nous allons continuer de parler du programme Simandou 2040 avec cette fois la construction des raffineries d'alumine en Guinée. Le ministre des Mines vient d'échanger avec Alcoa, partenaire de la CBG aux États-Unis d'Amérique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts pour revitaliser et développer les chaînes de valeur de l'industrie minière dans notre pays. Le lundi 7 avril 2025, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a rencontré à Pittsburgh, aux États-Unis d'Amérique, Bill Oplinger, président-directeur général d'Alcoa, afin de discuter de la mise en œuvre du programme Simandou 2040 et des projets associés à la transformation des produits miniers en Guinée. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à revitaliser et développer les chaînes de valeur de l'industrie minière du pays, conformément à la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Les discussions ont été menées en présence de plusieurs personnalités, dont Ali Seydou Souma, ministre conseiller à la présidence, Madame Sidibé Fatoumata Kaba, ambassadeur de la Guinée aux États-Unis, Daouda Diakité, conseiller principal du ministre des Mines, M. Koulako Kamara, directeur général du Fonds minier, et du conseiller économique de l'ambassade de Guinée aux États-Unis d'Amérique. Pour rappel, la société Alcoa, créée en 1894, est l'une des plus grandes productrices mondiales d'aluminium. Elle est présente en Guinée depuis 1963. C'est le plus ancien partenaire de la Guinée dans le secteur minier. Lors des échanges, le ministre Bouna Sylla a rappelé que suite à la rencontre le 8 avril 2022 entre le président de la République et les sociétés minières qui ont des obligations de construire des raffineries, il a été notifié que la transformation sur place des produits miniers est un sujet non négociable. L'État, à travers le ministère des Mines et de la Géologie, est disposé de manière pragmatique à travailler avec les partenaires sur des solutions qui prennent en compte les attentes de toutes les parties, a-t-il ajouté. Le ministre Bouna Sylla a également salué le rôle clé d'Alcoa dans le développement de l'industrie minière en Guinée, mettant en lumière l'exemple de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, une entreprise dont la gestion est assurée à 99% par des Guinéens. Il a attribué cette réussite à l'investissement dans le renforcement des capacités locales, prouvant que l'investissement dans le capital humain permet aux Guinéens de se hisser au niveau des standards internationaux de gestion d'entreprise. Selon lui, cette réussite démontre que les Guinéens, lorsqu'ils sont accompagnés en termes de formation, sont capables de gérer des entreprises de niveau international. Il a également abordé l'importance du programme Simandou 2040, qui est une vision du président de la République visant à transformer l'économie guinéenne à travers, entre autres, la transformation sur place des produits miniers qui contribuera à l'industrialisation du pays et à la diversification de notre économie. Il a exprimé l'espoir qu'Alcoa, à raison de ses expertises exclusives dans l'industrie de la bauxite, de l'aluminium et de ses relations historiques avec la Guinée, puisse jouer un rôle de leader dans les discussions en cours sur le projet de raffinerie de la CBG. Le ministre Bouna Sylla a surtout insisté sur l'importance de finaliser la feuille de route du projet d'ici le 31 mai 2025, tout en soulignant que les solutions pragmatiques de co-développement, comme celles déjà mises en œuvre dans le projet Simandou, seraient bénéfiques pour toutes les parties prenantes du projet CBG. La réunion avec Alcoa porte essentiellement sur le projet de raffinerie de la CBG. Comme vous le savez, Alcoa est le premier et le plus ancien partenaire de la Guinée dans notre industrie minière. Alcoa est avec la Guinée depuis 1963 à travers un actionnariat dans la CBG avec Halco et Rio Tinto. Mais c'est la seule compagnie qui est avec la Guinée depuis 1963. À ce titre, en tant que compagnie américaine qui a des standards très élevés, nous avons engagé des discussions avec Alcoa, qui est l'assistant technique de gestion de CBG, pour ensemble trouver des solutions afin de mettre en œuvre la vision du président qui est de faire de la transformation des produits miniers sur place. Nous avons eu des discussions très fructueuses avec Bill pour voir dans quelle mesure très rapidement avancer sur la structuration du projet de raffinerie de CBG et voir dans quelle mesure tous les partenaires dans le projet pourront
accélérer le mouvement pour qu'il y ait des investissements à la suite du projet de SPIC dont les travaux ont été lancés le 26 mars dernier, qui est le projet de CBG aussi, qui puisse aller de l'avant dans l'intérêt de toutes les parties, y compris l'État guinéen. Le président de la République, de manière pragmatique, a accepté que plusieurs sociétés se mettent ensemble pour pouvoir réaliser des raffineries dans un cadre du co-développé. Vous savez, la mauvaise foi, on ne peut rien contre la mauvaise foi. Ceux qui veulent avancer, l'État guinéen avancera avec ces sociétés, mais toutes les sociétés également qui ne veulent pas respecter leur engagement vis-à-vis de l'État guinéen, chacun en tire là les conséquences qui s'imposent. Mais il va de soi, tel qu'envisagé par le président de la République, la transformation des produits miniers sur place est un processus non négociable pour l'État guinéen. On ne va plus revenir en arrière, on va continuer d'aller de l'avant, préserver les intérêts des partenaires, mais préserver les intérêts stratégiques de la Guinée. Le programme Simandou 2040 est un processus qui permet aujourd'hui de diversifier l'économie guinéenne, de sortir l'économie guinéenne de l'emprise que du secteur minier en diversifiant. C'est pour ça les 5 piliers, si vous regardez, on ne parle pas du mine dans les 5 piliers du programme Simandou 2040, mais uniquement les autres secteurs, l'agriculture, l'industrie, l'éducation, la culture, les infrastructures, la technologie, l'énergie, les assurances, les banques et les services financiers de manière générale, le bien-être et la santé. Donc si, comme l'a dit le président, l'objectif de la Guinée est d'utiliser le secteur minier comme un catalyseur de l'ensemble de l'économie nationale, à ce titre de réduire la part du secteur minier dans le PIB de la Guinée afin de permettre les autres secteurs de se développer. C'est ce qui va amener notre pays vers une économie responsable, durable et dans l'intérêt de notre nation. De son côté, Bill Oplinger, PDG d'Alcoa, s'est engagé à accélérer le processus de mise en œuvre du projet de raffinerie de la CBG en réalisant des investissements pour faire avancer le projet et contribuer à son succès. Nous sommes honorés d'accueillir à Pittsburgh la délégation guinéenne constituée de Monsieur le ministre, les ambassadeurs et les collaborateurs. Nous entretenons une relation de longue date avec le gouvernement guinéen à travers la CBG et Alcoa. Les discussions d'aujourd'hui ont porté sur la manière d'étendre cette relation dans le futur et de la façon dont nous pourrions potentiellement faire progresser le pays grâce à une transformation plus poussée de la bauxite sur place. Concernant le calendrier, nous allons travailler avec le gouvernement guinéen au cours des 6 à 8 prochaines semaines pour établir un ensemble de conditions qui pourraient potentiellement nous permettre d'investir davantage dans le pays. Ces échanges fructueux entre la partie guinéenne et Alcoa marquent une étape cruciale dans la mise en œuvre de la vision ambitieuse du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui consiste à diversifier les partenariats et les origines des investissements dans le pays. C'est l'une des clés de la transformation sur place des produits miniers, en mettant les entreprises en compétition en termes de standards et impact, mais également sur le plan du contenu local, ce qui permettra à coup sûr d'amorcer un développement harmonieux et global de la Guinée. Merci à Oumar Barré. Retour en Guinée, nous allons aborder la formation d'une trentaine d'agents portuaires à la gestion de crise. C'est une initiative du port autonome de Conakry en collaboration avec l'Union européenne. L'objectif est de renforcer la capacité du personnel pour prévenir des situations de crise comme celle survenue à la suite de l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Koronti. Nabi Kamara. Au port autonome de Conakry, l'heure est à la professionnalisation du dispositif de gestion de crise après l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Guinée qui a plongé le pays dans une situation de catastrophe. Un plan vient d'être élaboré à cet effet. Cet outil, réalisé grâce au soutien financier de l'Union européenne, a été officiellement remis au directeur général du port autonome de Conakry. Le plan de gestion de crise que nous remettons aujourd'hui est le fruit d'un travail étroit entre les experts européens, les équipes du PAC et les parties prenantes nationales. Il s'agit d'un outil stratégique et opérationnel qui a été pensé pour répondre aux spécificités du port de Conakry et qui est articulé autour de méthodes concrètes de coordination, d'évaluation, de décision et d'action. Ce plan de gestion de crise portuaire doit être diffusé auprès des opérateurs portuaires.
C'est dans ce cadre que la Direction générale du port autonome de Conakry a organisé cet atelier de formation de la vingtaine de participants venus du comité directeur, celui de sécurité et des concessionnaires du port. Cette formation permettra notamment de faciliter la coordination entre le port autonome de Conakry et les opérateurs privés et d'assurer leur cohérence en cas de crise, ce qui sera d'ailleurs mis en pratique au cours d'un exercice de crise prévu cette semaine. En outre, les participants seront sensibilisés au nouveau plan de gestion de crise du port autonome de Conakry et pourront se familiariser avec cet outil tout au long de cette semaine également. Au nom de cette première formation, nous a déjà changé. Il y en a tant d'autres. Mais cette introduction en tant que telle, on voit déjà le changement des personnes au sein de notre entité, notre entreprise. Leurs comportements ont déjà changé. C'est encourager tous les participants qui sont inscrits à vraiment faire tenir ça de cœur et aussi pouvoir transmettre ce qu'on a appris à nos collègues. Le partenariat Union européenne Port autonome de Conakry à travers le projet ENACED Maritime Action in the Gulf of Guinea se poursuivra dans les semaines à venir afin de compléter le dispositif de gestion des crises et construire de nouveaux outils. Dans l'actualité encore, la cérémonie de clôture de l'initiative L'info par les femmes s'est tenue ce jeudi ici même à la RT. Durant des semaines, les femmes journalistes de la Maison Mère ont pris les rênes de la rédaction pour produire des contenus, animer des débats et donner un souffle nouveau à l'actualité vue par et pour les femmes. Une rencontre qui marque donc la fin des activités du mois dédié à la célébration des droits des femmes. Sona Sagno. C'est dans une ambiance à la fois conviviale et engagée que s'est tenue à la rédaction de la radio nationale la cérémonie de clôture de l'initiative Info par les femmes, portée par les femmes journalistes de la RTG, lancée au début du mois de mars. Ce programme ambitieux visait à mettre en lumière le travail, le regard et la voix des Guinéennes qui se battent nuit et jour pour leur bien-être. Mémoire, le 8 mars est célébré comme Journée internationale des droits des femmes. Mais cette année 2025, les femmes de la rédaction du journal Parler ont fait l'exception en présentant toutes les éditions, même les 22 heures, les réalisations, les reportages. Et donc ce mois ne pouvait pas se terminer ainsi sans que nous célébrions. Heureuse de prendre part à cet événement et l'occasion pour moi de remercier les organisatrices de cet événement parce que l'événement était relatif aux activités menées pendant le mois de mars, le mois de la femme. Et j'ai compris que pendant les 30 jours du mois de mars, les femmes ont réalisé le journal Parler de la RTG. C'est un point important à souligner, à magnifier. La cérémonie de clôture a rassemblé des personnalités du monde des médias, des membres du CNT, des affaires étrangères et du plan. Des discours, témoignages et remises de distinctions ont ponctué cette matinée riche en émotions et en réflexions. J'ai écouté pendant un mois. J'avais pris tout mon temps pour vous écouter. Parce que honnêtement, je suis resté longtemps DGA pendant toute ma carrière ici. Mais c'est la première fois que les femmes acceptent de prendre un mois pour gérer l'antenne de la radio. C'est une première. Dans ma gestion, il n'y a pas trop de discours. En venant en Guinée, on est venu avec des projets pour aider tous les Guinéens. Et le projet s'appelle Chefed, je viens avec une équipe. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus remercier les femmes. Et nous vous félicitons. Nous avons vu vos activités, vos réalisations. Cette cérémonie symbolise non seulement la fin d'un mois d'engagement, mais aussi le début d'un plaidoyer pour une représentation plus équilibrée et inclusive dans les rédactions du pays. Bravo donc aux femmes journalistes de la RTG qui étaient aux commandes des informations durant tout le mois de mars. Bravo à elles. Je le disais au sommaire de ce journal, depuis le 5 septembre 2021, la modernisation des infrastructures routières est essentielle pour le gouvernement guinéen. Il s'agit de garantir la sécurité et le confort des citoyens. C'est le cas par exemple du tronçon Kagbelen-Tanene dont les travaux de reconstruction se poursuivent. Sur le terrain, vous allez le voir, les acteurs multiplient des efforts, même si des lenteurs sont enregistrées à certains endroits de la route. C'est un constat sur place de Daouda Tabansila et Fodé Barry. En août 2024, voici l'état que présentait le tronçon Kagbelen-Tanene.
À cette époque, les usagers de cette route traversaient d'énormes difficultés dans la circulation. De Kagbélé à Tanene, ça ne va pas vraiment du tout. Chaque fois, on a des problèmes de suspension ici. Si vous augmentez à 2 fois 2, ça va nous arranger. Toutes nos voitures sont endommagées. Justement, c'est en réponse à ces cris de cœur des chauffeurs et passagers que le gouvernement a pris l'engagement d'entamer les travaux d'urgence pour la reconstruction de ce tronçon. Des actions sur le terrain qui commencent à soulager plusieurs usagers. Je vais à Boké. Il y avait trop de difficultés sur cette route, mais nous trouvons que beaucoup de travaux sont réalisés. Nous remercions le chef de l'État et lui demandons de continuer sur cette lancée. Je suis sur le tronçon Conakry-Boké, comme ça, jusqu'à Sangarégui. On constate quand même qu'il y a un changement, mieux par rapport au passé maintenant. Quand même, on apprécie, on aimerait que ça continue comme ça. Mais je dirais à tout le monde d'être prudent encore. Surtout être prudent et mieux prendre soin de la route aussi. La route est bien goudronnée, bien bitumée. Ce que nous pouvons demander aux usagers, tous les gros porteurs, leurs syndicats qui vont essayer de sensibiliser leurs chauffeurs de ne pas remettre les véhicules aux apprentis. On n'apprend pas un gros porteur du véhicule sur la route de Doubreka, parce que la route est un peu extrême. Voilà les difficultés que nous avons ici. Sur la nationale numéro 3, le tronçon Kagbélé-Tanene est long de 62 km. Pour ce projet de reconstruction, le tronçon a été sectionné en 2 parties entre la société Satom et Cibitec. La première commence de Tanene jusqu'au pont Sumba à Horira. La deuxième tranche part de la Sumba à Kagbélé, qui est à ce jour exécutée par Cibitec. Pour le respect des clauses du contrat, l'entreprise est pratiquement sur les travaux de finition. On remercie le président, M. Mamadi Doumbouya. Vraiment, il a travaillé parce qu'avant, pendant la saison de pluie et maintenant, il y a beaucoup de différences. Et il y avait tellement de l'embouteillage l'avant, mais maintenant, ça s'améliore. Aux chauffeurs aussi, c'est être prudent et rouler tout doucement. À chaque moment, il y a des accidents mortels et on doit éviter cela. Il y a un changement parce qu'ils ont rempli les trous. Ce qu'ils ont constaté, la deuxième course, ils sont en train de faire ça aussi. Tout ça, là, c'est bon. Mais la route, c'est un peu petit. Cependant, de Horira à Tanene, la souffrance des usagers n'est pas encore terminée. Le tronçon est dans un état de dégradation très poussé. Avec des nids de poules et d'éléphants, le quotidien des usagers se passe dans un flot de poussière entre les secousses. Je veux parler au gouvernement. La société à qui il a confié ce tronçon n'est pas en train de travailler. Il y a encore beaucoup de parties qui ne sont pas faites sur cette route. Ils doivent revoir leur façon de travailler. En plus de cette route, le gouvernement guinéen prévoit la construction d'une autoroute 2x2 avec un système de péage Kagbélé-Tanene long de 50 km. Selon une source proche du département des infrastructures et des travaux publics, les levées topographiques sont déjà terminées. Nous sommes à Tanene, jour de marché, l'atmosphère est dense et de Kagbélé jusqu'à ce grand rond-point, sur les 62 km parcourus, la vie des citoyens reste différente. Certains usagers apprécient les travaux de reconstruction déjà effectués et les autres plaident auprès du gouvernement à finir les travaux, surtout à l'approche des grandes pluies qui sont annoncées. Merci à Daouda Tabansila pour cette immersion. Dans l'actualité encore, vers la généralisation du préscolaire en Guinée, les acteurs concernés par la question sont depuis ce matin en formation. C'est pour pouvoir mettre en place des stratégies qui facilitent la mise en route de la filière préscolaire. Ce sont les ministères de l'enseignement technique et de l'enseignement préuniversitaire qui portent le projet avec pour objectif de consolider l'apprentissage à la base à travers des outils innovants. Bakari Bamba Kondé.
L'éducation préscolaire est reconnue comme essentielle pour le développement des enfants. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, à travers sa direction nationale de l'éducation préscolaire, se mobilise pour généraliser cette filière. À l'ISEG de Lambaye, un atelier préparatoire de la filière préscolaire dans les écoles normales d'instituteurs de 4 jours est donc organisé à l'intention des formateurs, des éducateurs et des décideurs pour discuter des stratégies et des méthodes nécessaires à l'implémentation efficace de la dite filière en République de Guinée. Le préscolaire, c'est le fondement. C'est la fondation de tout système éducatif. Vous pouvez aujourd'hui être docteur, vous pouvez être professeur agrégé, mais vous ne pouvez l'être que lorsque vous êtes passé par un certain nombre d'étapes antérieures. Et parmi ces étapes antérieures, la première, le socle, la base, le soubassement, c'est vraiment le préscolaire. Depuis 2014, nous avons formé des élèves maîtres dans cette filière et nous avons acquis des expériences que nous comptons transmettre aux autres collègues pour que la filière préscolaire connaisse vraiment une grande place dans le système éducatif guinéen. Des réformes sont envisagées pour des sessions interactives sur des méthodes pédagogiques innovantes adaptées aux préscolaires entre les départements de l'enseignement technique et pré-universitaire. Nous allons peut-être sortir de la durée classique de préscolarisation qui est de 3 ans, c'est-à-dire petite, moyenne et grande section, pour les enfants qui feront une seule année, c'est-à-dire que les CPP, les classes pré-primaires, ou peut-être quand on va mettre en pratique la réduction de 3 années à 2 années, donc adapter et tout ce que nous allons produire ici à ce cycle de formation-là. Avec l'engagement et la collaboration des acteurs du système éducatif, l'espoir est permis pour construire une base solide pour le développement futur des enfants, garantissant ainsi une éducation inclusive et équitable pour tous. Et puis après la sous-préfecture de Tanene, l'équipe du Moussa Code, dirigée par Adja Diaba Doumbouya, poursuit sa tournée nationale. Dans la préfecture de Bofa, la délégation a été accueillie avec tous les honneurs et c'est dans la grande salle de conférence de la mairie que le bureau fédéral communal a été officiellement installé. Kelfara, Presse Camara. La coordination nationale du Mosacode poursuit ses initiatives d'installation des bureaux fédéraux à l'intérieur du pays. Après l'étape de Tanene, la délégation arrive à Bofa. Ici, un accueil chaleureux est réservé à la mission du Mosacode conduite par sa coordinatrice. Tout comme dans les autres localités, Bofa a désormais son bureau fédéral communal installé. Depuis la prise de pouvoir du président de la République, ce qu'il est en train de faire en Guinée, au vu de tout le monde sait son travail. Donc, Bofa est derrière ça. Nous leur souhaitons la bienvenue à Bofa, Raponka, Rio, Pongo, Fatala. Tout Bofa est pour Mamadi Doumbouya et resteront pour Mamadi Doumbouya. Bofa le soutient et l'accompagne dans ses projets de réalisation du vœu de développement pour la jeunesse. Cet engagement des autorités et des citoyens en faveur des idéaux de développement amorcés par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, est vivement salué par la délégation du Mosacode. Nous sommes très contents de l'accueil. Bofa est dans l'esprit. Vu l'atmosphère, on ne fera que les remercier et les dire de redoubler d'efforts, de continuer à sensibiliser. On doit l'accompagner, on n'a pas d'autre candidat. Cette mission d'installation des bureaux fédéraux du Mosacode à travers tout le pays vise à renforcer la mobilisation et la sensibilisation des citoyens autour d'un idéal commun. C'est celui de bâtir une Guinée unie et prospère sous le leadership du président général Mamadi Doumbouya. Le mouvement de soutien au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dénommé Les Verts, poursuit également ses activités sur le terrain, piloté par la structure Benedi Records. Le mouvement a organisé tout récemment un concert géant dans certaines localités relevant de la préfecture de Forêt-Karia, un festival au cours duquel les valeurs de la transition ont été rappelées en présence de nombreux citoyens et des autorités locales. Abakar Djabi et Suleiman Kaba. Le mouvement de soutien dénommé Les Verts continue de prendre une ascension fulgurante sur le terrain, tout en touchant plusieurs contrées rurales du pays. Cette structure promotrice des acquis du chef de l'État général Mamadi Doumbouya, mise en place par Benedi Records, communie avec les populations de Pamlap et Maferenya. À travers ce géant concert, il rappelle les réalisations sous le CNRD. Pamlap Poussedi,
oui à la nouvelle constitution, par là pour dire oui au président Mamadi Doumbouya. Par là, aujourd'hui, les jeunes sont engagés, les femmes sont engagées. Et là où je vous parle, aujourd'hui, il est en train de travailler, même ici, faire des dispensaires, faire des écoles. Aujourd'hui, nous sommes là à accompagner M. Bénédicte Record avec le mouvement Les Verts pour soutenir les actions du CNRD en sa tête, le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes vraiment contents et nous le soutenons. Ici, cette initiative de la structure Bénédicte Records est bien perçue dans l'ensemble. Elle touche les deux localités de Pamlap et Maferenya, relevant de la préfecture de Forcaria. C'est un devoir pour moi en tant que citoyen, pas artiste, mais en tant que citoyen convaincu d'accompagner aujourd'hui notre cher président. C'est un président qui a vraiment de bonnes intentions pour notre nation. Bénédicte Record, avec son mouvement Les Verts, c'est un mouvement qui est en train de faire beaucoup de choses aussi, qui est vraiment en train de se battre. Et bien nous savons c'est quelqu'un qui est engagé. Nous, membres de ce mouvement, sommes rassemblés ici dans un esprit d'unité, de patriotisme et d'engagement. Notre mission est claire, accompagner, soutenir et promouvoir les actions de transformation entreprises pour bâtir la Guinée forte. Ce moment festif est offert par la structure Bénédicte Records de façon gratuite. Il rassemble les grandes figures de la musique guinéenne comme Singleton et Bracassé. Son objectif est simple, mettre ensemble tous les fils et filles du pays pour poser les bases fondamentales d'un décollage socio-économique au bénéfice de tous. Incompréhension à la Fédération guinéenne de football. Le président de l'instance, Abakar Sampil, a été révoqué de façon provisoire. La décision est prise lors d'une réunion ordinaire du bureau exécutif de la FEGIFOOT tenue le 8 avril 2025. Les 7 membres présents estiment que cette révocation est conforme au statut de leur institution. Ablaye Diallo et Fodé Bari. 15 mois seulement après son élection, le bureau exécutif de la FEGIFOOT se disloque. Une dislocation liée à des dysfonctionnements notoires au sein de l'institution. Conséquence, la majorité des membres du bureau exécutif procède à la révocation provisoire d'Aboubacar Sampil, président de la FGF. La décision intervient conformément au statut de l'instance, notamment l'article 40, alinéa 1 et 5. Les faits ayant conduit à cette décision concernent des dysfonctionnements graves, notamment un déficit de transparence, une communication interne et externe déficiente, une gouvernance fragilisée et des pratiques financières incompatibles avec les exigences de bonne gestion. La situation actuelle au sein de l'administration fédérale remet sur la place publique les problèmes de personnes dont souffre le football guinéen. Une situation qui a toujours freiné l'évolution du sport roi en Guinée. Ce n'est vraiment pas une situation réluisante pour les Guinéens, en tout cas pour ceux qui aiment vraiment le football. Parce qu'il y en a qui font semblant d'aimer ce football, mais en réalité ils n'aiment pas le football, ils ne peuvent pas servir le football. Ils veulent se servir du football. Donc ça, c'est très difficile. Donc il faudrait que ceux qui ont charge de choisir les responsables qui doivent gérer le football, vraiment se fondent sur des critères objectifs. Il y a un concept qui est en train de trop traumatiser les Guinéens. C'est le concept de personne ressource. C'est la personne fortunée qui a de l'argent. Oui, c'est vrai que le football aujourd'hui, ça est dans sa dimension économique. Mais quand on parle de personnes ressources, c'est des personnes aussi qui ont des expertises avérées dans certains domaines du football. En vertu de l'article 36, alinéa 8 des statuts et en attendant l'Assemblée générale prévue le 8 mai 2025 à Conakry, la présidence sera assurée à titre intérimaire par Sori Doumbouya, vice-président le plus âgé au sein du comité exécutif. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes qui m'accompagnent depuis 4 jours maintenant. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.